En Ukraine, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Les bombardements de l'armée russe ce jeudi à Kharkiv ont fait au moins 9 morts et 19 blessés parmi les civils. Colère et tension aux États-Unis quelques jours après la fusillade d'Uvalde où 21 personnes dont 19 enfants ont perdu la vie. Des milliers de supporters anglais et espagnols sont attendus à Paris pour suivre ce samedi soir la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Après 3 mois de guerre en Ukraine, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Les sirènes d'alerte ont à nouveau retenti vendredi matin à Kharkiv, où des bombardements la veille ont fait au moins 9 morts et 19 blessés parmi les civils. Sous contrôle ukrainien, la ville avait retrouvé un semblant de vie normale ces dernières semaines. Après avoir échoué à prendre Kiev et Kharkiv, les forces russes concentrent désormais leurs efforts sur la conquête complète du Donbass. Le président ukrainien a accusé la Russie de pratiquer un génocide dans la région où la ville de Severodonetsk, qui subit un déluge de bombes, pourrait connaître le même sort que Mariupol. Faire pression sur la Russie revient littéralement à sauver des vies. Et chaque jour de retard, de débat ou de propositions visant à pacifier l'agresseur au détriment de la victime signifie plus d'Ukrainiens tués. Il s'agit de véritables menaces pour tous les habitants de notre continent. Pendant ce temps, la justice ukrainienne continue à condamner les responsables des crimes de guerre. Après la condamnation d'un soldat russe à la prison à vie ce lundi, 2 autres membres de l'armée russe ont plaidé coupables ce jeudi devant le tribunal de Poltava. Ils sont accusés d'avoir sciemment bombardé des maisons et des infrastructures dans la région de Kharkiv. En Ukraine, dans les zones occupées par les Russes, l'opération de russification, telle que décrite par Moscou, a bien commencé. Comme ici à Mariupol, où ces camions avec écran géant diffusent des informations pour transmettre la version russe de la guerre. Moscou a également décidé de supprimer les vacances scolaires d'été pour préparer les élèves au programme scolaire russe. L'enquête sur la tuerie au Texas qui a entraîné la mort de 19 enfants et 2 adultes ce mardi avance et la police est sous le feu des critiques. Elle indique qu'après avoir tiré sur sa grand-mère dans leur maison à Uvalde, l'assaillant de 18 ans s'est dirigé vers l'école primaire où il a pu entrer sans encombre. Il avait été rapporté qu'un officier de police du district scolaire avait confronté le suspect qui faisait son entrée. Ce qui n'est pas exact, il est entré sans être dérangé au départ. Donc, de la maison de sa grand-mère au fossé près de l'école où il a laissé son véhicule, jusqu'à son introduction dans l'école, il n'a été confronté par personne. Joe Biden se rendra sur les lieux du drame ce dimanche. Critique envers le lobby des armes, le dirigeant américain a appelé le Congrès à limiter l'accès aux armes à feu. 90% des propriétaires d'armes à feu sont favorables à la vérification universelle des antécédents. 84% des républicains et 80% des membres de la NRA soutiennent la vérification des antécédents. Comme l'a dit le président cette semaine, il est temps de transformer cette douleur en action. Il est temps que le Congrès agisse. Mais ce n'est pas la première fois que les démocrates proposent des projets de loi similaires, retoqués par les républicains. Ces derniers estiment que l'accès aux armes n'est pas à blâmer pour ce type de crime et mettent en avant le 2e amendement de la Constitution américaine qui permet le port d'armes. L'attaque d'Uvalde, la plus meurtrière dans une école américaine depuis 2012, génère des réactions au sein de la population américaine qui s'est déjà réunie dans plusieurs villes du pays pour témoigner sa colère face à l'incapacité des autorités à éviter ces massacres. Un plongeon dans le lac, une partie de pêche, un pique-nique entre amis. Certains habitants de Pékin n'en peuvent plus des restrictions liées au Covid-19 et veulent sortir à tout prix. Même si la capitale chinoise n'est pas en confinement comme Shanghai, ici, les restaurants, les bars et les cinémas sont tout de même fermés. Ce mois-ci, je n'ai pu sortir que 2 jours, dit cette femme. Sinon, j'étais tout le temps chez moi, y compris pour travailler. Impossible de sortir. Enfin, nous avons trouvé un jour pour nous retrouver ici. La police semble plutôt tolérante avec ceux qui ne portent pas de masque ou ne respectent pas les distances. Il faut dire qu'ici, comme à Shanghai, le nombre de nouveaux cas a fortement diminué ces dernières semaines. Mais les alertes restent fréquentes. Il y a 6 jours, 13 000 habitants d'un complexe résidentiel de Pékin ont été placés en quarantaine après la découverte d'un foyer de la maladie.
Au moins une cinquantaine de personnes ont été abattues dans l'est du Burkina Faso mercredi. Le gouverneur de la région a déclaré que ces exécutions ont été commises par des individus armés non identifiés dans la localité de Madjouari, occupée par des groupes djihadistes. Des témoins sur place indiquent que les habitants tentaient de quitter les lieux après avoir été privés de ravitaillement pendant une semaine. La population et l'armée au nord et à l'est du Burkina Faso sont régulièrement attaqués par des djihadistes présumés. Après un coup d'État en janvier, les militaires au pouvoir ont promis de mettre fin à l'insécurité. Une tâche visiblement difficile à accomplir. Selon l'AFP, ces 2 derniers mois, quelques 200 personnes sont mortes. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, les violences attribuées au mouvement djihadiste ont lieu depuis 2015 et ont déjà fait plus de 2000 morts et quasiment 2 millions de déplacés. En Méditerranée, l'ONG de sauvetage en mer Open Arms a secouru mercredi 110 migrants victimes de naufrages en pleine nuit. Le fondateur de l'ONG, Oscar Camps, a critiqué les autorités maltaises, italiennes et tunisiennes, affirmant qu'elles n'avaient pas répondu aux appels de détresse. Nul ne sait à ce stade si tous les migrants ont pu être secourus. Pour beaucoup de supporters de foot, voir son équipe en finale de la Ligue des Champions est tout simplement un rêve qui se réalise. Plus de 100 000 supporters anglais, espagnols et autres amoureux du ballon rond sont attendus à Paris pour suivre le match entre le Real Madrid et Liverpool ce samedi soir. Je suis arrivé à Paris hier et j'ai besoin d'un billet. Je n'ai pas pu m'en procurer. Alors si quelqu'un a un billet, sachez qu'il me faut un billet. En réalité, il m'en faut 4. Évidemment, c'est la finale de la Ligue des Champions. Ce genre de match n'arrive pas souvent. Je ne pouvais pas manquer l'opportunité de venir ici et de voir 2 grandes équipes, le Real Madrid et Liverpool. Sur le parvis de l'hôtel de ville, chacun y va de son pronostic. Je pense que Liverpool va gagner 3-1 avec un doublé de Sadio Mané et un but de Salah. Le Real marquera peut-être un but et ça fera 3-1 pour Liverpool. Moi je dirais 1-1 après 90 minutes de jeu et après que la meilleure équipe gagne. Initialement prévue à Saint-Pétersbourg en Russie, la finale de la Ligue des Champions a été finalement déplacée à Saint-Denis au Stade de France. Le film Ian est l'un des longs métrages les plus inclassables en compétition à Cannes cette année. Son réalisateur, Jerzy Skolimowski, l'un des grands maîtres du cinéma polonais, livre ici un film sensible sur la condition animale. Âgé de 84 ans, il n'a pas pu faire le déplacement à Cannes pour raison de santé. C'est donc sa compagne et productrice qui représente le film sur la croisette. C'est son film le plus sincère parce que son amour pour les animaux est vrai. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Je peux le voir au quotidien dans la manière dont il se comporte avec notre chien et quel genre d'émotion il a dans la façon dont il joue avec lui. C'est une impression que je ressens. Ho mangiato chili e chili di carne, centinaia. Penso che una volta ho mangiato anche il salame. Quello vero, carne d'asino. Ian raconte l'errance d'un âne en proie à la folie des hommes. Sur son chemin qui le conduit de Pologne en Italie, il fait l'expérience de la joie et de la douleur et rencontre Vito, joué par Lorenzo Turzolo, un acteur à suivre. J'ai passé une audition en Italie parce qu'il cherchait un acteur italien. À la première audition, il n'était pas là, bien sûr. Et puis on a fait une autre audition avec lui. Et quand on s'est rencontrés, on s'est tout de suite trouvés. Il m'a expliqué son idée du film, son idée du personnage. Et j'étais vraiment excité parce que j'étais un grand fan de lui. De par sa photographie et son esthétique exceptionnelle, son originalité narrative sans précédent et une liberté totale dans son propos, ce film unique risque fort de figurer au palmarès du Festival de Cannes ce samedi soir.